Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer une histoire terrifiante d'espéléologie où la situation a terriblement mal tourné. Cette histoire raconte un incident effroyable où le corps humain est contorsionné de façon qu'il ne devrait jamais être forcé à supporter. Aujourd'hui, je demande aux spectateurs d'être discrets. L'incident peut être suffocant. Le 27 décembre 2003, un groupe de 8 garçons du San Antonio Boys Village, accompagnés de 2 conseillers, se dirigeaient vers la Boy Scout Cave, située en Floride. Parmi eux se trouvaient Michael Sharon, 15 ans, et Javarick Henderson, 16 ans, 2 adolescents aventuriers impatients de prouver leur courage en explorant les profondeurs labyrinthiques de la grotte. Leurs conseillers, cependant, ont choisi de rester à l'extérieur, mentionnant que leurs limitations physiques, comme leur taille, rendraient difficile la navigation dans les passages étroits de la grotte. La Boy Scout Cave était bien connue pour ses passages serrés et ses virages en épingle, mais était jusqu'alors considérée comme une grotte sûre, grâce à sa structure stable et ses conditions généralement sèches. Le groupe, qui ne possédait que 9 lampes torches, a commencé sa descente peu après midi. La température à l'intérieur de la grotte est tombée à un constant 22 degrés Celsius à mesure qu'il s'éloignait de l'entrée. Le conseiller resté à l'extérieur avait fait un petit feu pour se réchauffer pendant qu'il attendait. Cependant, sans le savoir, cette décision ajouterait un tournant sombre au cauchemar qui était sur le point de se dérouler. Michael et Henderson menaient le groupe, Michael prenant la tête. L'air était lourd et presque suffocant, dans un silence si profond que le son des respirations des garçons résonnait dans leurs esprits. Ils rampaient et se contorsionnaient à travers des passages extrêmement étroits. Bien que la grotte fût connue pour sa sécurité, ses corridors claustrophobes et serrés généraient de l'inconfort et de l'insécurité parmi les jeunes explorateurs. À mesure que le groupe avançait de plus en plus à l'intérieur de la grotte, l'obscurité oppressante semblait s'intensifier. Environ 1 heure après le début de l'exploration, ils sont arrivés à une section très difficile de la grotte, appelée le virage en épingle à cheveux. Le groupe s'est arrêté pour évaluer comment il pourrait passer par ce passage si étroit. L'absence du conseiller commençait à se faire sentir lourdement parmi les garçons. Le manque d'orientation et de force physique du conseiller rendait la situation encore plus précaire et difficile à gérer. Michael, avec son esprit de leadership, a décidé d'avancer seul pour affronter le défi du virage en épingle à cheveux. Ce passage, situé dans la Boy Scout Cave, constituait un goulot d'étranglement naturel de la grotte. C'était une fente étroite et horizontale dans la roche avec de petites courbes, juste assez larges pour qu'une personne puisse ramper. Formant un angle mort qui cachait ce qui se trouvait au-delà, les parois calcaires rugueuses et humides se refermaient de tous côtés, créant un espace étroit et étouffant. Le sol inégal, jonché de petits cailloux et de débris, rendait chaque pas difficile. Le plafond bas obligeait quiconque s'y aventurait à se contorsionner, dans une étroitesse presque insupportable. Michael, le corps plié, progressa lentement pour franchir ce passage. Tandis que Henderson suivait juste derrière, essayant de suivre le même chemin, il dut se contorsionner encore plus, tordant et tournant son corps pour réussir à naviguer dans le virage étroit. Soudain, il s'immobilisa. Incapable de bouger en avant ou en arrière, sa respiration devint haletante et une sensation de panique le prit. Il réalisa qu'il était piégé, complètement tordu dans ces passages angoissants. Michael, qui était juste devant lui, remarqua la lutte de Henderson et se retourna pour essayer d'aider. Le reste du groupe, qui attendait anxieusement dans la partie la plus large du passage, observait la situation avec leur conversation nerveuse. Lorsque doucement, dans les limites étroites, Michael rampait en arrière, forçant son corps à entrer à nouveau dans l'espace confiné pour atteindre Henderson. Les parois calcaires tranchantes les pressaient, déchirant leur peau alors qu'ils luttaient pour se libérer. Le silence de la grotte fut rapidement brisé par des bruits de respiration rapide et des cris étouffés, tandis que Michael faisait tout son possible pour aider son ami à se libérer. L'effort physique était exténuant, et l'espace confiné semblait drainer son énergie à chaque mouvement. Le corps de Henderson était tordu de manière anormale, fermement coincé entre les impitoyables parois de calcaire. Les arêtes tranchantes de la roche s'enfonçaient dans ses côtes et ses hanches, lui donnant l'impression que la grotte elle-même tentait de l'écraser.
À mesure que les minutes se transformaient en 1 heure, Michael commença également à ressentir les effets du froid pénétrant et de l'effort physique qui l'épuisait à chaque seconde. Malgré la température assez douce de la grotte, les corps des garçons perdaient vite leur chaleur à cause de l'immobilité et du contact avec le calcaire froid et humide autour d'eux. Puis, soudainement, le pire commença à se produire. La vision de Michael se brouilla et ses muscles commencèrent à s'affaiblir, alors qu'il continuait à pousser et tirer désespérément pour libérer Henderson, qui était coincé. Sans prévenir, Michael s'effondra, son corps tombant contre les parois étroites de la grotte. La panique envahit Henderson quand il réalisa que son ami gisait inconscient et immobile à ses côtés. Prisonnier et incapable de bouger, Henderson ne put que hurler à l'aide. Sa voix résonnant de désespoir dans l'étroit passage, les autres garçons qui attendaient anxieusement dans la partie plus large de la grotte furent submergés par le chaos, amplifiant la panique qui se propageait. Certains des garçons commencèrent à paniquer, convaincus que le feu à l'extérieur de la caverne consommait l'oxygène de manière accélérée. Face à cette situation de plus en plus désespérante, ils décidèrent, sous la pression qu'ils devaient sortir coûte que coûte. Ils rampèrent de retour vers l'entrée de la grotte pour demander de l'aide, conscients que le temps s'épuisait dehors. Les conseillers étaient complètement ignorants du désastre qui se déroulait dans les profondeurs de la grotte lorsque les garçons les atteignirent, à bout de souffle, les yeux écarquillés et remplis de terreur. Ils pouvaient à peine expliquer ce qui s'était passé. Les conseillers ont éteint le feu immédiatement, leur visage pâlissant en réalisant la gravité de la situation. L'un des conseillers, encore sous le choc, appela rapidement le 911, tandis que l'autre décida de retourner dans la grotte pour tenter de réconforter les garçons. Cependant, ces tentatives de rassurer les jeunes étaient éclipsées par l'attention et la gravité de ce qui était sur le point de se produire. En 1 heure, des équipes de secours sont arrivées sur place. Les premiers intervenants étaient des spéléologues expérimentés. Mais même eux étaient conscients des énormes défis qui les attendaient. Les passages étroits de la Boy Scout Cave étaient notoirement difficiles, et naviguer à travers eux en portant des équipements lourds et spécialisés ajoutait une couche supplémentaire de difficulté à la mission. Les récits d'un possible manque d'oxygène dans la caverne ont intensifié l'urgence, rendant tout le monde plus tendu. À l'intérieur, les secouristes ont trouvé le groupe entassé, avec des visages pâles et marqués par les larmes. L'air était dense. Les secouristes ont essayé de calmer les garçons tout en commençant à évaluer la situation. Les analyses effectuées par la suite par des experts ont révélé que les niveaux d'oxygène à l'intérieur de la grotte n'étaient pas compromis. Il semblait que la panique initiale avait amené les garçons à supposer à tort que l'air de la grotte était compromis, ce qui avait engendré une mentalité de pire scénario. En réalité, l'air était parfaitement respirable et la menace n'était que psychologique, alimentée par le stress et la claustrophobie. Cette découverte apporta un immense soulagement. Pourtant, Michael et Henderson restaient en grand danger. L'opération de sauvetage fut lancée en urgence. Les équipes s'engagèrent dans la grotte avec des outils spécialisés, notamment des ciseaux et des burins pour libérer les garçons coincés. Elles suivirent le chemin indiqué par le reste du groupe, progressant lentement à cause des passages difficiles et du terrain accidenté. Les passages étroits rendaient impossible le transport de grandes quantités d'équipements. À leur arrivée au virage en épingle, la scène était sombre et désespérante. Henderson était encore conscient, mais tremblait visiblement, sa peau pâle et moite témoignant de l'effort et de la peur qu'il avait enduré. Michael gisait devant lui, immobile et sans réaction. Les secouristes savaient que le temps était compté. L'hypothermie s'installait déjà, aggravant la situation malgré la température d'environ 22 degrés Celsius dans la grotte. Le contact prolongé avec la roche froide et l'absence d'isolation avaient fait chuter la température corporelle des garçons, les rendant vulnérables au froid, alors que la respiration superficielle de Michael indiquait un état de gravité extrême. Les secouristes ont procédé avec méthode, évaluant d'abord la situation avant de tenter de libérer Henderson. Ils ont utilisé des ciseaux pour élargir le passage étroit. Chaque coup de l'outil résonnait de manière menaçante contre les parois de la grotte. L'espace confiné rendait les manœuvres encore plus difficiles.
obligeant les secouristes à se contorsionner de manière à refléter les difficultés et les luttes des garçons précédents. Il a fallu plus d'1 heure pour libérer Henderson, chaque seconde augmentant la tension et l'inquiétude. Après la courbe serrée, Henderson soupira de soulagement, bien que son corps demeurât raide et tremblant. Les secouristes l'ont immédiatement enveloppé dans une couverture thermique et ont entrepris la difficile tâche de le ramener vers la surface à travers les passages étroits. Une fois Henderson sécurisé, l'attention s'est tournée vers Michael. Son état était critique. Son inconscience soulignait la gravité de la situation. Avec une urgence renouvelée, les secouristes se sont mis à l'œuvre, utilisant burins et autres outils pour élargir suffisamment le passage afin de l'extraire sans danger. Chaque seconde semblait durer une éternité pendant qu'ils luttaient contre les parois calcaires impitoyables et solidement bloquées. Après près de 2 heures d'efforts épuisants, ils ont enfin réussi à libérer Michael. Sa peau était glacée et son pouls, bien que faible, restait perceptible. Les secouristes l'ont délicatement attaché dans un harnais, précaution indispensable pour assurer son transport en toute sécurité. Ils ont alors commencé à le remonter lentement vers la surface. Les passages étroits rendaient chaque pas difficile. Épuisés et endoloris, les sauveteurs progressaient dans ce labyrinthe souterrain, contraints à des manœuvres difficiles pour transporter Michael. Quand ils ont finalement atteint la sortie de la grotte, un mélange de soulagement et d'urgence les attendait. Les équipes médicales étaient déjà en place, prêtes à combattre l'hypothermie avec leur matériel. Michael et Henderson ont été immédiatement installés dans une ambulance et transportés d'urgence à l'hôpital, où ils ont reçu un traitement urgent. Les 2 garçons étaient vivants, mais leur température corporelle avait dangereusement chuté, les plaçant dans un état d'hypothermie sévère. Michael a mis une journée entière avant de reprendre conscience. Le manque d'équipement adapté et de préparation a transformé ce qui devait être une simple exploration en situation de vie ou de mort. Une expérience qu'il n'oublierait jamais.